C'est un bonheur de vous avoir chez nous. Eh ben, le bonheur, il est un réciproque. bonheur et un honneur. Oui, Vous êtes bravo. membre de l'Académie française depuis 21 ans. Vous avez publié près d'une quarantaine d'ouvrages. Goncourt en 1988 pour l'exposition coloniale. On regarde. Son roman L'exposition coloniale est aussi un roman très jubilatoire. C'est une histoire de famille de 1883 à 1954. Il y a une grand-mère qui rêve d'empire, il y a un père qui est un assez grand cavaleur et il y a un fils qui va très vite tomber amoureux de deux sœurs. Éric Orsena, prix Goncourt 1988, est le plus gai des romanciers. Il rit tout le temps, il adore faire des farces. Je crois que ma mère me regarde en ce moment et je l'embrasse alors. Qu'est-ce que ça vous fait ? C'est vrai que c'était un moment de bonheur incroyable et c'était surtout un moment de liberté. Parce que les gens qui écrivent et qui disent « je m'en fous du Goncourt », c'est des gros menteurs. Donc quand à 41 ans vous avez le Goncourt, vous dites « bon, ben, c'est fait ». Et donc maintenant on va continuer à écrire, mais dans la liberté totale. Ce livre, Beaumarchais, un aventurier de la liberté, ne parle que de cavale. Je ne sais pas comment vous résumez ce livre, à part vous dire que c'est un mélange entre la vie de Jay-Z, Indiana Jones, Game of Thrones, oui. Un Scorsese. Oui. On n'imagine pas que Beaumarchais a eu toutes ses vies, a fait tous ses business. Est-ce qu'on peut dire que Beaumarchais, c'était l'origine de tout ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, des gens qui multiplient les activités, qui mélangent la politique, les affaires, l'art, l'amour? C'était ça le XVIIIe siècle, vous voyez. C'est-à-dire que pendant un moment donné, tout était comme ça, avec une chape de plomb. Le plomb de Louis XIV, le plomb de la religion, le plomb d'un savoir complètement verrouillé, le plomb des mœurs, comme ça, etc. Et puis brutalement, ça s'ouvre. Donc il y a une sorte d'ivresse des vies, et c'était l'inventeur du en même temps. C'est-à-dire qu'on peut avoir plusieurs vies en même temps. On peut être à la fois créateur de théâtre, en même temps financier, en même temps espion, en même temps trafiquant de fusils, et il fait tout. Et faire de l'immobilier. Et star. Alors, il fait un truc ici même, donc tout près de la Bastille. Il entend dire que l'administration va fermer la prison. Il dit, chouette, bonne opération immobilière. Donc il achète 1 hectare sur la place de la Bastille. À quel moment? En 1787. Il fait des travaux monstrueux, c'est-à-dire l'équivalent de 10 millions d'euros. Il fait visiter et on se retrouve en mai 1789, des émeutes, tout est détruit et c'est lui ça. Éric Orsena, il y a une question qu'on adore poser tous les deux. Cette question, c'est qui es-tu? À chaque fois, c'est une question essentielle quand on rencontre quelqu'un. Oui. C'est qui es-tu? C'est pas qu'est-ce que vous faites, c'est qui alors, es-tu? c'est franchement qui je suis, mais j'en ai rien à foutre. Rien du tout. Et alors, rien n'est plus loin de moi que, vous savez, les gens qui sont dans la méditation. Et attention, je ferme les yeux et je vais voir qui est mon moi profond. Mais déjà, mon moi superficiel me fait chier, alors mon moi profond. En tout cas, qui es-tu? C'est une question qu'on pose tous les jours pour découvrir des nouvelles têtes. Ce qu'on aime ici, c'est faire découvrir des nouveaux visages. Oui, et aujourd'hui, 2 artistes Mouloud, Clémer et ADNX. On va voir une photo, alors on les verra de dos parce que ce sont 2 artistes anonymes. Clémer, il est à gauche et ADNX est à droite. Ils sont à l'origine, peut-être que vous l'avez vu, Éric Orsena, ce week-end, à l'origine d'une banderole « Tu es belle, Brigitte », déployée donc ce week-end sur un pont de Périgueux, la ville où vivent ces 2 artistes dans Nouvelle-Aquitaine. Et évidemment, cela fait écho aux propos du président brésilien Jair Bolsonaro en août dernier sur la première dame de France, Brigitte Macron. Et il avait commenté une photo... Tu es laid, Bolsonaro. Voilà, bon, de la part d'Éric Orsena. Et il avait commenté à l'époque une photo... On va regarder la caméra. De la part d'un académien... Si des Brésiliens nous regardent... Alors, la moitié de ma famille est brésilienne, mais ma moitié brésilienne de ma famille, c'est pas pour Bolsonaro. Voilà. Voyez. Bim. Tac. Paf, ça dénonce. Clic. Et vous allez pouvoir vous en prendre aussi à quelqu'un d'autre, son ministre de l'économie, qui jeudi avait remis une couche en déclarant que Brigitte Macron était vraiment moche. Écoutez donc les 2 artistes interrogés hier par France Bleu Périgord. Je pense que ça dépasse complètement la politique. C'est juste une attaque à une femme, notamment sur son âge, et on trouve que c'est complètement honteux. C'est de l'agisme, c'est une nouvelle forme de racisme. Il fallait qu'on fasse quelque chose.
Et puis elle est super belle. Qu'est-ce que ça vous évoque que des artistes disent qu'il fallait qu'on fasse quelque chose pour défendre la Première Dame? Parce qu'ils sont l'air du temps et remettre un peu d'humanité dans l'air du temps. Et est-ce que l'agisme, c'est une nouvelle forme de racisme? Bien sûr, en tout cas, moi, je la trouve super belle. Super belle. Et il y a des jeunes très laids et puis il y a des vieux très beaux. Et comme disait Brassens, l'âge ne fait rien à l'affaire. Quand on est con, on est con. Voilà. Éric Orsena, vous êtes entré à l'Académie française en 1998. Le 1er juin, l'académicien Michel Serres nous a quittés et Dieu sait qu'on l'aime énormément. Je l'avais rencontré, je lui ai demandé un mot pour les générations futures. J'aimerais qu'on le regarde. L'entretien touche à sa fin. Oui. Est-ce que vous avez un mot pour les gens qui vous regarderont dans le futur? Oh mon Dieu, c'est impressionnant. Oui. Vous savez, en français, le mot « tendre » est à la fois un adjectif et un verbe. Je tends vers avec beaucoup d'intensité, n'est-ce pas? Et puis je suis tendre envers ma bonne amie, vous voyez? Et donc c'est du dur et du doux. Tendez vers l'avenir, tendez vers un bon métier, mais voyez, soyez pacifique, soyez tendre. Ben, c'était mon ami. Là, il y a une photo, on est à Brest, dans une librairie qui est au fond le résumé de ce qu'était Michel, c'est-à-dire dialogue. C'est-à-dire dialogue entre le savoir et puis ce qu'on peut appeler le spirituel, dialogue entre toutes les générations. C'est lui qui a magnifiquement expliqué notre nouvelle génération avec Petite Poussette, hein, avec nos pouces là, qui vont prendre des dimensions insensées. Il explique qu'aujourd'hui, ce que représentent les smartphones, c'est une révolution aussi considérable que l'invention de l'imprimerie. Tout à fait, c'était ça. C'est-à-dire il était gourmand du nouveau. Et il avait fait son dernier livre, qui est formidable quand même, après une vie aussi longue, en disant « Ne croyez pas qu'avant c'était mieux ». C'est ça l'affaire, parce qu'il y en a qui sont dans la jérémiade, disant « C'était mieux, machin, etc. » alors que c'était une horreur, il faut le dire. Et donc, regardez, cette ère-là, moi, Michel, il me manque infiniment. Comment ne pas aimer ce mec-là? Comment c'était ça, voilà, et puis cet accent comme ça, un peu rocailleux. Et puis, il était à la fois marin, parce qu'officier de marine, en même temps prof de philosophie. Donc un type qui est prof de philosophie en même temps qu'officier de marine, comme il a appris en tant qu'officier de marine que tout est instable, qu'il faut être à la fois humble et déterminé, parce que celui qui se croit plus fort que la mer, c'est un crétin, et en même temps déterminé, parce qu'il faut atteindre le port. Ben, c'est lui, Michel. J'aimerais vous poser la même question. Quel conseil vous donnez aux jeunes qui nous regardent, aux générations du futur? Alors, c'est super clair. Moi, je suis prof, hein. Je ne suis pas du tout créateur, pas du tout. Moi, ce que j'aime, c'est comprendre et transmettre. Et je vais dans les classes, alors il dit comment, tu vois, machin, tu bouges encore et tout ça, ouais, je bouge encore. Et donc, comment est-ce qu'on fait? Je dis, d'abord, tu fais ce que tu veux, il n'y a pas de hiérarchie entre les métiers. Simplement, ce que tu fais, tu le fais super bien, premièrement. Et deuxièmement, tu auras 2, 3, 5, 10 vies dans ta vie. Et avoir une seule vie, c'est une prison. Donc on peut toujours faire autre chose. Voilà. Donc, et ça, on dit. Et alors, ce qui est très marrant, parce que quand je vais dans les classes, je fais des ateliers d'écriture, Donc, il y a des championnats de lettres d'amour. Mais aussi, il peut y avoir des championnats de lettres d'insultes. Par exemple, ils engueulent un maire parce qu'il n'a pas ouvert la salle de répète. Alors, on fait des championnats et en général, je gagne. Parce que quand on dit « Oh, t'es un bouffon le maire, t'as pas fait ce que t'as fait », et moi j'ai des argumentations un tout petit peu plus, en fait, vicieuses. C'est pour ça. Voilà, c'est ça l'affaire. Et je leur dis, les mots, ça sert à des tas de choses, notamment pour trouver du boulot et aussi pour draguer. Parce que franchement, avec la gueule que j'ai, si j'avais pas le langage, j'emballerais rarement. Vous publiez Beaumarchais, un aventurier de la liberté aux éditions Stock. Dans ce nouveau livre, vous rendez hommage à Pierre-Augustin Caron de Beaumarchais, l'auteur du XVIIIe siècle qui a écrit Le mariage de Figaro et Le barbier de Séville, à savoir qu'il l'a écrit plusieurs fois. On découvre aussi toute les vies de Beaumarchais, qui était un homme à la fois épris de liberté, mais terrorisé par la Révolution. C'est un écrivain qui a été aussi, tenez-vous bien, le mec, il a été espion, horloger, marchand d'armes, businessman. En fait, ces pièces de théâtre représentent qu'un infime pan de tout son travail. Et là, j'aimerais qu'on accueille un jeune homme qui a lui aussi eu plusieurs vies, qui multiplie les casquettes. Il est auteur, interprète, il est mélodiste, il est businessman, il est visionnaire. Il s'appelle VG Dream.
En fait, c'est Beaumarchais. Exactement. Le vrai Beaumarchais, c'est lui. Merci. Vous êtes là pour l'album Atekban qui est sorti cet été. Ouais. On vient d'entendre votre dernier titre, Elle est bonne sa mère. Ça aurait pu être du Beaumarchais. Typique, lui. Parce qu'il y a un verbe dans ce livre que j'adore, c'est guerluchonner. Oui, il faudra qu'on... Parce qu'il guerluchonne beaucoup. Hein, j'ai cru le voir, puis il a de quoi faire. Expliquez-nous ce que ça veut dire guerluchonner. On peut dire faire des câlins poussés. Entre adultes très consentants. Ah, d'accord. Et ça n'empêche pas d'être inventif. Okay. C'est aussi tout ça. On est dans la guerluchonnerie avec VG Dream ? Un petit peu, ouais. VG Dream, les gens vous ont découvert avec le morceau Ramener la coupe à la maison. Ouais. Et il y a un autre point commun avec Eric Orsena, c'est que Ramener la coupe à la maison, ça vous a fait exploser, mais c'est un morceau qui a été fait en 15 minutes. Ouais. Eric Orsena, Goncourt, très jeune à 41 ans. Question à vous deux, quand on sort d'un tel succès populaire, comment est-ce qu'on envisage la suite alors qu'on se dit ce n'est qu'une infime partie de mon potentiel ? D'abord, où on est insupportable, c'est-à-dire on trouve que le succès est normal, où on est névrosé, c'est-à-dire on pense qu'on ne mérite pas. Donc il faut un certain temps pour un peu accepter et puis retrouver un peu la liberté. Parce que si on dit je vais imiter ce que j'ai fait, si on est dans la recette, on est mort. On est mort. Hein ? On est vraiment mort. On est mort. Donc il faut réinventer. Et c'est marrant parce qu'on sent comme une marée, enfin je ne sais pas vous, mais la liberté qui revient. Et on dit tiens, et on dit tiens, la liberté à mon visage. Donc je vais oser un truc. Je me plante, ça ne fait rien. Une phrase que j'adore, c'est plus je me plante, plus je pousse. VG Dream ? Moi, il y a beaucoup de gens qui disent que j'ai commencé ma carrière par la fin, justement parce que j'ai fait un gros tube qui a dépassé les frontières, qui a été écouté partout dans le monde. Et il y a eu des statistiques du genre, depuis 2018, la langue française n'avait jamais été autant exploitée à l'extérieur. Et d'ailleurs, au titre de l'Académie française, je me lève et je vous remercie. C'est grâce à vous. Et d'ailleurs, il y a 5 sièges de libre. C'est vrai. Donc, on va décider ensemble lequel vous choisissez. Voilà. Merci. Alors, simplement, vous serez obligé d'un peu changer votre nom et vous appelez VG Rêve. VG Rêve, c'est vrai. Ça serait cool, ça, VG Rêve. C'est cool, attends, tout va bien. D'ailleurs, vous avez un point commun tous les deux. Vu qu'on est ensemble et qu'on se dit tout, vous avez tous les deux des pseudos. Eric Orsena, c'est un pseudo. Oui, absolument. Allez, balancez-nous vos vrais noms tous les deux. Moi, c'est Arnoux. Vous voyez, donc voilà, Arnaud. Simple, hein, moi, c'est à l'état civil, JJ, mon nom de famille, Evra Satchela. Voilà. Satchela ? Satchela, ouais. Oh, c'est vachement bien, j'ai adoré ce pseudonyme. On va échanger. Satchela. Satchela, ouais. Ça a une histoire, en fait. En fait, mon père, les sœurs de mon père, elles disaient à mon père, tu auras que des filles, de toute façon, tu auras que des filles. Toi, ta vie, ça va être ça, tu vas assumer tout ce que tu as fait avec les filles que tu as rencontrées. Et je suis né. Et Satchela, ça veut dire, qu'est-ce que tu vas dire maintenant ? Voilà. Satchela, qu'est-ce que tu vas dire maintenant ? Tu vas dire quoi maintenant ? Attends, c'est extraordinaire. 72 balais, Satchela, qu'est-ce que tu vas dire maintenant ? Tu vas dire quoi maintenant ? Attends, à chaque fois qu'on va me dire, alors, qu'est-ce que vous allez faire maintenant ? Satchela. Satchela. Eric Orsena. On allait faire un tour dans la rue pour parler de VG Dream aux gens. Vous allez voir, regardez à quel point c'est phénoménal dès qu'on parle de VG Dream. Oui, attends, vous connaissez VG Dream ? Non, du tout. Ramenez la coupe à la maison, allez les bleus, allez. À votre avis, c'est quoi ? Je sais pas, un journal ou une chaîne YouTube ? Vegan, végé, végétaline, est-ce que c'est moi ? C'est sorti pendant la Coupe du Monde. Pendant la Coupe du Monde, d'accord. J'étais pas là, j'étais en train de dormir. À votre avis, qui contrôle le terrain ? Je sais pas. Le gardien de but. Comment il s'appelle ? Kanté. N'Golo. Kanté. Ça me fait penser au bonheur, à l'amour, à la joie, à la paix sur cette terre. C'est beau. Donc, le dernier morceau de VG Dream avec Nino, Elle est bonne sa mère, lui fait penser à l'amour, à la joie, à la paix et au bonheur sur cette terre. C'est cool, hein. Eric Orsena, il y a 5 ans, VG Dream n'était pas connu, il dansait. Ouais. Et il y a 2 ans, on chantait ses chansons à l'Élysée. Ramenez la coupe à la maison. 20 ans après, c'est le moment. Ramenez la coupe à la maison. 20 ans après, on est champion.
et merci. C'est dingue. C'est dingue ce qui vous arrive avec ce morceau. C'est dingue, ouais, c'est dingue. C'est ce qu'il a Franchement, fait. je m'y attendais vraiment pas. C'est un morceau que j'ai fait à la base pour des camarades. Juste, c'est comme si toi et moi, on est bien des bons potes. Et je te dis, bon, si jamais tu réussis à faire quoi que ce soit, à gagner, aller en demi-finale, par exemple, juste la demi-finale, je fais un titre pour toi. Tu me dis, arrête de te foutre de ma gueule, s'il te plaît, arrête, tu vas jamais faire ça. Et moi, du coup, je disais ça comme ça, tu vois. Ils sont allés en finale, j'ai dû faire le titre. En 15 minutes, rapidement, je sortais de club, je me rappelle. J'étais un peu émanché, tu vois. J'ai fait le titre. Je demande à mon petit frère qu'est-ce qui s'est passé pendant la Coupe du Monde. J'ai pas eu le temps de tout suivre. Qui a fait quoi, qui a fait, tu vois. Rapidement, j'ai fait le titre. Et le lendemain, je leur ai envoyé. J'ai attendu le coup de sifflet final qui gagne. Je leur ai envoyé. Et après, c'est eux qui ont fait tout le travail. Et on est là aujourd'hui. Eric Orsenal, la victoire des Bleus en 98, l'hymne c'était I Will Survive de Gloria Gaynor. Oui, j'y étais. Est-ce que c'est... J'étais dans le stade. Ah ouais? Ouais, j'ai marqué les 3e buts. Ben voilà. Non, j'étais dans le stade. Attendez, j'étais dans le stade avec le couturier Saint-Laurent. Alors, c'était extraordinaire parce qu'il était un peu à la masse, hein, il était quand même assez chargé. Et donc, alors, à chaque fois, il se lève, il dit 1-0. Puis il se rachiait, puis au bout d'un moment, 2-0. Oh, c'était énorme comme ça, c'était là. Non, c'était un souvenir dément. Puisque, comme je vous ai dit, je suis en partie brésilien, donc j'étais un peu partagé. Enfin, c'est-à-dire il y avait 3% pour le Brésil, 97% pour la France. C'est le partage comme je. Et est-ce que c'est une victoire qu'en 2018, ça soit une chanson française qui représente l'équipe de France? Évidemment, c'est pour ça qu'il a toute sa place à l'Académie. Vraiment. Tu vois, ils seront là. En plus, ça, le vert lui ira vachement bien. Un vert avec VG Dream, c'est énorme. C'est mon gars, lui. Émilie, tu as rencontré un chercheur qui travaille aussi sur le discours et qui a analysé celui d'Emmanuel Macron, avec qui vous avez travaillé. Oui, exactement. En fait, ils ont créé au CNRS une intelligence artificielle où ils ont fait ingérer plus de 1000 discours de président de la Ve République pour analyser le langage d'Emmanuel Macron. Il y a plusieurs choses qui ressortent. La première, c'est que c'est le président qui utilise le plus de mots dans la Ve République, au-delà de Georges Pompidou, parce qu'en fait, il va utiliser à la fois du latin, mais aussi du langage très moderne de start-up. Après, en fait, on se rend compte que Emmanuel Macron est l'héritier de Nicolas Sarkozy en termes de linguistique parce qu'il dit très souvent « je veux » et il parle très souvent du travail. Ils ont même été jusqu'à imaginer son discours de candidature en 2022 et ça donnerait « chères concitoyennes, chers concitoyens » plutôt que « chers compatriotes ». La question, c'est évidemment, est-ce que ce discours-là ne prouve pas que la parole politique est complètement robotique et donc prévisible ? Alors écoutez, il se trouve que pendant 3 ans, j'ai participé à l'écriture des discours du président Mitterrand. Donc c'était assez fascinant parce que j'étais son conseiller culturel, ce qui était étrange parce que conseiller quoi alors qu'il était très fort évidemment en culture. Et alors c'était assez marrant parce que vous pouviez dire, il y a des mots qu'il détestait, par exemple problème et enjeu. Donc, quand vous vouliez faire passer une idée à vous juste derrière, vous mettiez problème, alors il rayait, et puis son attention baissait un tout petit peu, et vous pouviez faire passer une toute petite histoire juste derrière. Donc, non, c'était assez extraordinaire. Et puis, il y a eu une histoire incroyable, c'est avec que j'avais écrit pas mal de discours, et puis à un moment donné, j'ai été à la documentation française où on garde un peu tous les discours. Puis j'ai dit, est-ce que vous pourriez me remettre des exemplaires du discours du président? Ils m'ont dit, oui, c'est 35 €. Mais c'est moi qui les ai écrits. mais justement, pas ce tous, métier-là bien sûr. de plume... Moi, j'écrivais des discours subalternes. Ce métier-là de plume, il pourrait disparaître, il pourrait être remplacé par une intelligence artificielle, en fait. Oui, par des algorithmes. C'est un peu ce qui se passe parce qu'il y a un certain nombre de rapports, par exemple des rapports de banque ici, qui sont faits. Et alors, on met un truc complètement formaté. De la même manière que quand vous avez des décisions d'achat, vous vous souvenez, dans les trucs, on vous dit, tiens, étant donné que vous avez acheté ça, vous aurez ça. Étant donné que vous aimez les grandes brunes, je vais vous présenter encore une autre grande brune. Alors que justement, à ce moment-là, c'est une petite blonde qui vous plairait. Il y a aussi le rapport à la novlangue, Eric Orsenal, c'est qu'aujourd'hui, on a un président qui utilise des termes de manager d'entreprise. C'est pour ça que les interventions comme les deux vôtres sont très importantes parce que, au fond, quand on dit qu'est-ce que c'est que la première des républiques, c'est-à-dire la première des choses communes, res publica, c'est quoi? C'est la langue. On me dirait, est-ce que tu es d'une certaine manière plus français ou plus francophone? Je me dirais, je suis plus francophone. On dit langue maternelle parce qu'on vient de là. Donc si on abandonne ça, on abandonne son identité propre. Et tout le monde sait que quand on abandonne son identité, à ce moment-là, elle se venge. Et il y a des violences et des trucs comme ça et des replis. Donc ce que vous dites, c'est-à-dire que dans une émission de si grande écoute comme ça, raconter à la langue, c'est notre trésor commun. Vous y allez. C'est notre trésor commun. C'est ça, notre trésor commun, c'est ça la langue.
Et ça vaut pas trop cher, la langue. Aujourd'hui, Eric Orsena, vous soutenez Cédric Villani à la mairie de Paris, qui a présenté sa candidature. Ce week-end, j'aimerais vous faire réagir à la une du journal du dimanche, qui écrit « Cédric Villani, c'est, entre parenthèses, rare idée pour Paris ». Oui, alors ça me fait marrer parce que ça, c'est exactement la titraille. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, on voit les idées qui sont intéressantes et en tout cas nécessaire qu'il y ait un débat. C'est-à-dire une ville comme Paris qui a tellement de problèmes mais aussi tellement de potentiel mérite un vrai débat. Les désignations, vous savez, quand il y a une désignation à l'unanimité, moi, ça me rappelle la Bulgarie au pire moment. Donc, à un moment donné, j'aimerais qu'il y ait, je ne sais pas, 5 contre 3, des choses comme ça. Donc, et puis, Cédric, moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. Donc voilà. Alors, la titraille, c'est formidable. Il y a, dans le corps, on dit ses idées, et puis après, on met ses rares idées. Donc, ça aussi, c'est une escroquerie. Est-ce que les intellectuels, est-ce que les chercheurs, est-ce que les penseurs sont voués à disparaître de la politique? On a l'impression que c'est des gens qui s'éloignent de plus en plus du monde politique. Eh bien, c'est dommage parce que, si vous voulez, la situation aujourd'hui demande de plus en plus de journalistes et pas juste des gens qui reprennent des dépêches d'agence, demande des reporters et pas des gens qui vont 2 jours quelque part et avec un directeur d'antenne qui dit « Coco, j'espère que tu vas me rapporter du gros ». C'est des journaux, je le dis franchement parce que ça me gêne quand on voit Match, le poids des mots, le choc des photos, et qui met Jennifer en couverture après avoir mis machin, etc. Donc, on a de plus en plus besoin de contexte. Expliquer ce qui se passe. La réalité, elle est compliquée, de plus en plus, parce que tout est relié. Donc, on a besoin d'explications, plus que jamais de journalistes. Donc, si on va dans cette facilité, vous savez, il y a une phrase qui est très frappante, qu'on attribue à Einstein, qui est de dire « tout ce qui est simple est faux ». Et tout ce qui n'est pas simple est inutilisable. Donc, il y a des tas de gens qui disent, ben, écoutez, puisque c'est inutilisable, je préfère le simple, même si c'est faux. Et alors, le corollaire de ça, la conclusion de ça, c'est de dire, bah, jusqu'à présent, on a utilisé comme dirigeants des gens considérés comme des intelligents, bah, maintenant, essayons les imbéciles. Mais Gédrim, est-ce que la politique, c'est quelque chose qui vous attire ou pas du tout? Non. Pourquoi ce décrochage, en fait? Bah, honnêtement, quand on donne la parole à quelqu'un qui est issu de quartier ou autre, on est souvent... Tu sais, on a toujours cet a priori de qu'est-ce qu'il va dire, sur quoi il se propose, vers où il se penche. Nous, on est un peu retirés de tout ça et on laisse le travail à ceux qui savent le faire. Tu vois. On va pas dire tout et n'importe quoi. On veut juste que la société se porte bien, qui ait moins d'amalgame, qui ait moins de choses qui nous mettent en porte-à-feu, tu vois. Donc c'est pour ça que moi, je parlerai pas trop de politique, je suis plus retiré, je regarde un peu. Mais en tant que citoyen? Vous avez ce qu'il a dit, là? C'est magnifique. Il a dit porte-à-faux et il dit porte-à-feu. Porte-à-feu, oui. Et bien, quand on est à porte-à-faux, on est souvent à porte-à-feu après. Ouais. Parce que ça explose. Tu vois le truc? On pourrait faire un truc ensemble. Ouais. Tu vois? Une sorte de rap. Porte-à-feu, porte-à-faux, porte-à-feu, porte-à-faux, porte-à-faux. On vient de créer un C'est comme dans Dragon Ball quand ils fusionnent, là. Ah non, il n'y a pas que la coupe qu'on va rapporter à la maison. Hein.